chers téléspectateurs de Léon Tcholéo, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à l'est de la RDC, précisément à ville de Butembo. La société civile du Nord Kivu salue l'unanimité des chefs des élus nationaux de l'Ituri et cela du Nord Kivu autour d'une énième prorogation de l'état du siège dans ces deux provinces. Edgar Mateso, vice-président de la société civile du Nord Kivu, ne s'arrange pas derrière la procédure suivie par ceci. Pour lui, le refus des élus à participer dans les prochaines séances relatives à la prorogation de l'état du siège n'arrêtera pas les autres élus à voter pour. Il encourage plutôt à se présenter devant leurs autres collègues pour expliquer la situation et permettre de trouver des solutions idoines. Edgar Mateso est vice-président de la société civile du Nord Kivu et notre invité de ce jeudi 21 avril. Suivez-les. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oui, tout d'abord, il faut encourager les députés parce que pour une fois, ils ont eu le même langage. Parce qu'il n'y a pas longtemps que certains passaient par ici pour nous sensibiliser afin de continuer à soutenir l'état de siège. Il y en a qui étaient en train de faire les éloges de l'état de siège pendant que d'autres avançaient des critiques acerbes contre cet état de siège. Mais aujourd'hui, nous commençons à constater qu'ils parlent le même langage, un langage qui va du côté de la population, parce que dans son évaluation, la population n'a pas trouvé sa part dans les réalisations de l'état de siège. Comme vous le savez, l'objectif primordial de l'état de siège, c'est de restaurer la paix et la sécurité dans la région, et éliminer les groupes armés et que le développement puisse être relancé parce que nous serons déjà dans la sécurité. Curieusement, depuis plus de 11 mois, les animateurs de l'état de siège ont réussi autre chose que la pacification. C'est vrai qu'ils sont dans la maximisation des recettes, ils sont en train d'améliorer les infrastructures, que ce soit au niveau de leur cabinet que dans les périphéries. On sent qu'ils sont un peu partout là-bas. Mais la mission pour laquelle ils ont été désignés, celle de restauration de la pacification, n'a pas été réalisée. Et voilà pourquoi il faut encourager ces députés d'avoir pris cette position, de vouloir démontrer au gouvernement et à leurs collègues qu'il faut que les choses changent. Seulement, leur stratégie ne nous a pas enchantés. Nous pensons que c'est une ancienne stratégie de la période de Kabila où l'opposition, lorsqu'elle ne savait pas convaincre, elle claquait la porte et rentrait à l'extérieur. Et curieusement, ceux qui restaient à l'intérieur continuaient même sans ceux qui sont sortis. Et c'est ce à quoi on a assisté la fois dernière, lorsqu'ils ont prorogé, ils ont claqué la porte, ils sont sortis et ils sont allés crier à l'extérieur. Nous disons ce n'est pas responsable. Les députés sont des parlementaires. Ils sont votés, ils représentent la population pour aller argumenter et dire aux autres, dire au gouvernement ce que la population devrait dire. Mais quand on doit sortir, cette politique de la chaise vide ne peut pas payer. On voudrait les voir en train de se battre, solliciter la parole, parler, défendre les rapports, défendre le point de vue de la population, argumenter jusqu'à ce qu'ils puissent convaincre leurs collègues. Mais lorsqu'ils doivent sortir, qui doit montrer à leurs collègues que les choses ne marchent pas? Surtout que ceux qui ne sont pas du Nord Kivu, ceux qui ne sont pas de l'Ituri, ne maîtrisent pas notre région. Ils font les vacances chez eux. Ils apprennent peut-être par les médias, par dire les choses qui se passent, ce qui se passe ici. Ils peuvent aller lire les rapports des animateurs de l'état de siège qui vont donner un rapport positif. Mais
les députés du Nord Kivu, ce sont eux qui ont vécu les affres, qui ont leurs familles ici, qui ont leurs électeurs qui meurent et qui sont censés être ici pendant les vacances et pouvoir présenter un rapport pour dire attention, chez nous, ça ne tient pas. Voilà pourquoi nous pensons que nos députés devraient reprendre la voix de l'hémicycle, aller dire à leurs collègues qu'est-ce que la population du Nord Kivu et de l'Ituri demande. Ils doivent chercher à les convaincre, à les persuader et à leur montrer la pertinence de changer les choses. Mais claquer la porte, aller à l'extérieur, c'est comme un enfant qui refuse de manger. Et après tout, la nuit, il va solliciter encore sa mère pour qu'il lui donne à manger parce qu'il a faim. Ou alors, s'ils choisissent de sortir, alors qu'ils sortent, qu'on sente qu'ils ont abandonné et qu'ils reviennent à la base, souffrir avec leur base jusqu'à ce que la situation change. Et comme ça, on comprendra que nous n'avons personne pour nous défendre, nous n'avons personne pour nous représenter. Et à ce moment-là, eux et leurs électeurs vont prendre d'autres mesures qui vont aller dans le sens de contraindre le gouvernement à changer les choses, tout en sachant qu'ils ne sont plus représentés au Parlement. Mais le manque de ces arguments, le manque de stratégie de convaincre, le manque de possibilités de changer les choses par les idées, par les arguments, par la prise de parole, c'est un signe de... Bon, je ne sais pas l'appeler faiblesse, mais plutôt je dis que c'est ce manque de stratégie qui puisse permettre à ce que l'on puisse changer les choses par les idées. D'ailleurs, il y a un penseur qui avait dit que ce sont les idées qui changent le monde et non les attitudes. Vous pouvez sortir, les autres vont continuer à avancer leurs idées et ils vont continuer à maintenir ou à changer leur monde à leur guise. Et nous devons aussi présenter nos idées, nous devons les défendre, les argumenter et démontrer que ce sont les nôtres qui valent la peine d'être retenus au nom du Parlement. Oui, et au même moment, on sent que l'unanimité dans la décision des députés a été influencée par ceux du Nord Kivu. Est-ce que vous pensez que le fait que la tendance a été que ce sont plus les députés de l'Ituri qui se sont rangés derrière ceux du Nord Kivu ne peuvent pas avoir de l'influence dans l'évolution de ces dossiers, de ces problèmes? Bon, ça c'est difficile à prouver parce que nous vivons les mêmes affres. Ceux de l'Ituri d'ailleurs semblent souffrir plus que nous parce que les statistiques des massacres semblent s'alourdir en Ituri que chez nous. Bon, nous ne connaissons pas la qualité des possibilités de conviction de leurs collègues de l'Ituri. Et donc, il est difficile de prouver cela. C'est peut-être les nôtres qui ont été les premiers à alerter dans les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels qu'ils ont pris telle décision. Et peut-être que même l'idée serait venue d'ailleurs. Pour ça, je ne sais pas. Mais je pense que ce qui est important, c'est de voir qu'au moins l'Ituri et le Nord Kivu parlent déjà le même langage. Il ne reste que la stratégie à affiner encore, à raffiner de nouveau pour permettre à ce que l'on tombe juste sur les arguments qui vont convaincre les autres. Ouais. Et on est quasiment vers une année bientôt de l'état de siège. Est-ce que vous avez au moins un point positif que vous avez trouvé dans cette mesure d'urgence? Bon, comme je le disais à l'introduction, c'est difficile de relever un point positif ou négatif dès lors que apparemment les objectifs n'étaient pas les mêmes. Parce que quand nous voyons ceux qui dirigent l'état de siège, les animateurs de l'état de siège, ils ont concentré leurs efforts sur le financier, donc la mobilisation des recettes. Et pour ça, ils ont été excellents. Parce qu'ils ont réussi à augmenter et voire même doubler. Ils ont réussi à doubler la capacité de mobilisation des recettes. Et quand vous entrez même dans leurs offices, vous sentez qu'il y a déjà des améliorations. Dans des communes, quand vous passez par là, vous sentez qu'il y a une amélioration. Quand vous rencontrez les agents qui travaillent
à la mairie, à la commune ou au gouvernorat, ils vous disent qu'ils sont mieux traités qu'avec les civils. Pour ça, nous disons que c'est un peu positif. Mais ils ont été nommés pour la sécurité. Il est vrai qu'au niveau de la sécurité, il y a certains points qu'on pourrait considérer des positifs. Lorsqu'on a réussi à mettre la main sur certains suspects, on a réussi à capturer certains ADF, on les a orientés vers la justice. Ça, on peut considérer comme un aspect positif. Mais n'oubliez pas qu'avant l'état de siège, il y avait d'autres qui étaient arrêtés. Il y avait des suspects qui étaient arrêtés. Il y avait des réseaux qui étaient démantelés. Donc, ce n'est pas la première fois. Et ça, on ne peut pas dire que ce sont des réalisations spécifiques à l'état de siège. Ce qui serait spécifique à l'état de siège, c'est que dans l'esprit du chef de l'État, en instaurant ce système, c'était pour éradiquer les groupes armés, surtout ces égorgeurs ADF, pour qu'ils cessent de nous endeuiller au jour le jour. C'était ça. Et donc, on devrait dire combien de villages ont été libérés, combien de champs sont aujourd'hui accessibles. Et c'est ce qu'on considérait comme aspect positif. Si on peut savoir nous dire, telle route est déjà praticable, tel village n'était pas occupé, aujourd'hui il est maintenant habité. Autant de déplacés sont retournés dans leur village et ils commencent à cultiver leurs champs. Autant d'écoles qui étaient déjà fermées sont aujourd'hui fonctionnelles. Autant de structures qui n'étaient plus fréquentées sont devenues fonctionnelles. Autant la fréquence d'embuscades sur les routes a complètement été éradiquée. Et à ce moment-là, nous aurions dire que ce sont des aspects positifs. Donc, l'évaluation, le bilan de cet état de siège est vraiment catastrophique. Et il ne faudrait pas qu'un jour la République tombe dans cette erreur d'instaurer ce mode de gestion. D'ailleurs, qui est un risque. Je crois que le chef de l'État a pris le risque. Et s'il n'arrête pas cet état de siège, il risque de se retrouver, l'état de siège se retourner contre lui. C'est-à-dire, il vient d'apprendre aux militaires et aux policiers comment est la douceur du pouvoir. Ils savent déjà que diriger une province, diriger une commune, diriger une mairie, voici ce qu'on gagne, voici comment on mobilise les recettes, voici ce qu'on peut avoir comme avantage. Et à plus forte raison, si on arrive à gérer toute une république. Et attention, si un jour on vous disait qu'il y a eu un coup d'État, ça ne pourrait pas être étonnant parce que ces militaires viennent de connaître la douceur du pouvoir. Et c'est là que les politiques devraient faire attention pour que lorsqu'on va mettre fin à cet état de siège, ces militaires qui étaient en train de gérer ne puissent dire « Ah, nous sommes nostalgiques à ce que nous étions en train de gagner, nous revenons là-bas pour que nous puissions maximiser nos recettes. » Je crains que maintenant, certains d'entre eux commencent à contracter des dettes pour achever des chantiers, pour réaliser ceci. Bon, ce n'est qu'une suspicion, je ne dis pas que c'est ça, mais si cela a été le cas, c'est le pays qui est en danger. Et donc, ce genre de gouvernance ne devrait pas être considéré comme un mode de gestion. Donc, il faudra qu'on l'arrête rapidement et qu'on réfléchisse autre manière d'arrêter l'hémorragie sécuritaire. Et certains estiment que cette mesure exceptionnelle est presque une des dernières armes qu'un président de la République peut prendre pour le rétablissement de la paix. Dans ces cas-là, que faudra-t-il faire alors concrètement? Parce qu'il n'y a presque plus une autre mesure pour la sécurité à part celle-là. Non, moi je ne suis pas d'avis. Je crois qu'il y a toujours d'autres mesures à pouvoir
il faut suffisamment exploiter la Constitution, il faut suffisamment exploiter les lois de la République pour trouver que cette mesure c'était une des mesures parmi tant d'autres. Je vais vous montrer que si par exemple nous exploitons l'article, je crois que c'est 63, si je ne me trompe, 63 ou 64, on va vérifier. L'article qui dit que lorsqu'un pays est attaqué, il faudra que le gouvernement prenne des mesures de pouvoir capitaliser l'apport même de la population. Donc chaque citoyen est tenu de défendre ce pays. C'est pourquoi nous avons toujours proposé au gouvernement, comme l'état de siège n'a pas produit ses effets tels qu'attendus, encore une fois ici qu'il s'agissait des animateurs. Si vraiment il y avait une bonne volonté, on allait bien faire le choix des animateurs et les résultats seraient trouvés. Et comme ça n'a pas été le cas, il y a lieu qu'on dise, nous faisons recours à la population, nous faisons recours à la jeunesse dynamique. Et dans cette jeunesse dynamique, il y a deux catégories. Il y a la première catégorie, ce sont les jeunes qui ont déjà montré qu'ils peuvent savoir prendre les armes. Ce sont des miliciens. Mais ils exploitent leurs forces de manière négative. Il y a lieu que le gouvernement les appelle, dit « Vous êtes dans l'illégalité. Venez dans la légalité. » Et ces jeunes, on les exploite, cette fois-là, au compte du gouvernement, pour qu'ils deviennent des pisteurs et au besoin, ils fassent aussi l'attaque de l'ennemi. Pour autant qu'ils se disent connaître déjà les tactiques de guerre, ils savent déjà manier les armes, il y a lieu qu'on les capitalise, cette fois-là avec les moyens de l'État, et ça ne sera plus contre l'État. Bon, si cette voie est difficile, il y a lieu qu'on dise, nous appelons les jeunes, surtout les volontaires, qui ont encore le souci d'aider la République, on les forme en renseignement, on les forme en maniement des armes, on les forme aussi à tactique de guerre. Et cela permettrait à ce que, lorsque un village est attaqué, ces jeunes qui vivent dans ces villages, ils savent déjà faire le renseignement. Vous savez, des fois, l'armée accuse les civils de ne pas bien remonter les alertes. C'est parce que la population civile n'est pas formée en renseignement. Elle pense que appeler un bourgmestre ou envoyer un message dans les réseaux sociaux, c'est déjà alerté. Non. Lorsque cette population est formée en renseignement, elle peut maintenant savoir remonter les alertes parce qu'elle est déjà formée. Ça, c'est déjà le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsqu'on forme cette population à tactique de guerre, lorsqu'elle se retrouve attaquée, elle peut trouver des mécanismes de faire une autoprotection en attendant que l'armée ne vienne les secourir. Mais bon, on a toujours vu les militaires à la guerre, tantôt ils peuvent ramper, tantôt ils peuvent fuir, tantôt ils peuvent avancer, tantôt ils peuvent reculer. C'est parce qu'eux savent ce qu'il faut faire à quel moment. Mais si cette population qui a difficulté, on pouvait lui apprendre toutes ces techniques, elle pouvait aussi être déjà formée et savoir dire, maintenant que je suis attaqué, qu'est-ce que je dois faire? Avec toute ma famille, dormons par terre. Ou bien sortons comme ceci. Comme l'ennemi vient de ses côtés, si nous passons par ici, nous pouvons nous en sortir. Nous ne pouvons pas prendre tel risque. Et la population doit être formée pour ça. Elle doit être également formée à maniement des armes, de sorte que lorsqu'elle trouve que non, l'ennemi est venu avec une force, on peut recourir aux armements qui sont gardés à la police et policiers, population civile, on attaque tous l'ennemi. Au besoin, lorsque les alertes ont été remontées d'avance que l'ennemi serait en train de venir,
on arme cette population qui est déjà formée et elle s'occupe déjà de l'ennemi avant que l'ennemi ne s'occupe de lui. Mais bon, il n'y a pas d'initiative allant dans le sens d'apprendre à la population comment se défendre, comment se prendre à charge. Et lorsqu'elle cherche à se prendre à charge par elle-même, on dit qu'on devient des miliciens, les gens sont arrêtés, parce que justement, ça n'a pas été encadré. Mais si le gouvernement pouvait dire, nous sommes dans une situation exceptionnelle, encadrons tous ces mouvements, il n'y aura plus de maïmaï, il n'y aura plus de mouvements insurrectionnels, il n'y aura même pas de marche contre le gouvernement, parce que cette énergie que les jeunes utilisent pour marcher, pour, je ne sais pas, barricader les routes, cette même énergie serait cette fois-là utilisée contre l'ennemi lui-même. Donc, l'état de siège ne serait pas la dernière formule. L'État a plusieurs possibilités d'organiser sa défense, sa protection par lui-même ou avec la population qu'elle est en train d'administrer, c'est possible. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ya kwanza tunawashukuru wanabunge kwani mara hiyo wamekuwa na mwelekeo moja. Tulikuwa tukiwaona mbeleni wengine wakifika wanasema hiyo hali ya kuzingirwa imefaulu, imekuwa na mafanikio, na wengine wakisema haikufaa kitu, na kwa hiyo njia haikuwasaidia waweze kufanya mapambano kwa njia moja. Lakini kwa leo wote wamesema kwa lugha moja, wote wamekubali kuonesha ulimwengu mzima na taifa nzima ya kwamba hiyo hali ya kuzingirwa haikufaulu, haikuleta mafanikio katika jamii. Lakini tunaendelea kuzani kama namna ya kuonesha hiyo jambo haikuweza kupendeza, kwani kama wanabunge wamechaguliwa na raia kusudi waende watetea, wawasemee na waoneshe taifa nzima nini ni haja ya raia. Lakini sasa kama umefunga mlango, unaenda nje, unaenda sema nje, na watakamata mpango pale ambako umetoka, ni nani ataonesha wenzako ya kwamba mambo hayaendeki? Ingelikuwa ya muhimu wao wabaki mule ndani, waoneshe wenzao ya kwamba hali imekataa, hali inaendelea kuzorota na strategia ambazo zimetiliwa hazikuweza kuleta mafanikio. Lakini wakati wamekimbia, wameenda nje, hiyo tulizani kama haitoshi. Kazi ya mwanabunge ni kusema, na ni kusema kwenye wenzake wanabunge mbele ya government, kuwaonesha kama raia ambaye ilimchagua ina haja ya nini. Na ni hiyo kazi ambayo wamepewa, na ni sharti waendelee kukanusha hiyo mwelekeo wa raia, wakati waambia na kusisitiza kama ni wao ambao wanapashwa wakawatetee. Mpango wa dharura umeshindwa kabisa sababu watu wanakufa. Rais anaweza fanya tena nini baada ya mpango huu wa hali ya kuzingirwa? Kuna njia nyingi ambazo rais anaweza akatumikisha kuangalia namna gani atamaliza hiyo jambo. Unajua kama katiba yetu imeweka mipangilio mingi sana ya kuweza kuonesha namna gani kusaidia raia wakati wameingia katika hali ya namna sawa hii. Tunaendelea kusema kuzani kama inawezekana ikiwa kuna volonte.
wanaweza kusema tuwafundishe raia, tuwafundishe vijana namna gani kujigharamia. Wakati adui amefika, wanaweza kufanya nini? Na hiyo wakati watawafundisha namna gani kufanya upelelezi, namna gani kujigombania wakati adui ameingia, na namna gani hata kutumikisha silaha wakati adui ameingia. Na hiyo wakati ni raia ambayo inaweza ikasaidia askari jeshi wala kusaidiwa na askari jeshi wakati adui amefika. Na wakati adui atajua kama huyo raia amekuwa na nguvu, amekuwa na mafunzo, adui hataweza kuingia pale, kwani atakuwa na hoga. Ingine njia ni kuwaita wale watoto ambao wameingia njia ya upotovu, wakikamata silaha kupigana na nchi. Kuna uwezekano rais aweze akawaita wote na kuambia, mulichukua silaha kupigana na nchi, kwa sasa muweze kuangalia namna gani munaweza kupigania nchi yenu. Wakati vita itaisha, wataangalia kama miongoni mwao muna wale ambao wanaweza kuingia katika jeshi na wale ambao wanaweza kurudi nyumbani ili waendelee katika jamii wakitumika kwa mambo ya utamaduni, maendeleo vijijini, na amani iweze ikarudi.